On a commencé à 5, mais enfin, on était rapidement une quinzaine. Donc, on a Ah. dû être jusqu'à à peu près 300. Mais ensuite, une dizaine d'années après, on a revendu Price Minister à Rakuten. Donc, j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là. Nous allons accueillir maintenant le président de The Camp, qui se dans le sud de la France, qui est VP, vice-président de France Digital et qui n'est rien d'autre que le cofondateur de Price Minister. S'il vous plaît, je vous prie d'accueillir Olivier Mathieu, s'il vous plaît. Come on. Merci à toi de te libérer ce petit moment. Je sais que tu es en vacances, parce que j'ai compris, en Italie. C'est ça, tu nous parles Voilà, d'où là? voilà, c'est international. On est en duplex. Attends, tu as dit où? Dans quelle ville? Je suis dans les Cinque Terre, au sud de Gênes. Ah, magnifique. Cinque Voilà, Terre. Ça, c'est The Photo. Moi, j'étais à Rome il n'y a voilà. pas longtemps. Donc, c'est très sympa. Écoute, en tout cas, merci de prendre ce petit moment en petites vacances parce que ça va inspirer énormément de monde. Donc, Olivier, parle-nous un petit peu déjà de qu'est-ce qui t'a amené à devenir un entrepreneur. Tu as un succès, tu es un des plus grands succès littéralement en tant qu'entrepreneur français. Donc, c'est extraordinaire. Tu vas plutôt être fier de ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur? Est-ce que tu as toujours été un entrepreneur ou pas du tout? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir un entrepreneur? Ah, c'est toujours une très bonne question. Et écoute, dans mon cas, je dois dire que je ne suis pas forcément né entrepreneur. Tu vois, j'étais fils d'un chercheur et ma mère était plus engagée en politique. Donc finalement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'entrepreneuriat. Donc Ouais. se poser la question presque un peu psychologique de qu'est-ce qui fait qu'on devient entrepreneur, c'est pas toujours évident d'y Évident. répondre. Mais en tous les cas, moi, j'ai commencé dans la publicité. Donc une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être entrepreneur, c'est probablement que travaillant dans des grandes agences de publicité comme DDB ou comme BBDO, qui sont des grands groupes américains, j'ai beaucoup été conseiller de grandes marques. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, finalement, plutôt que d'être conseiller, est-ce qu'il ne serait pas plus excitant de créer ma propre marque? Donc j'étais intéressé par l'aspect création d'une marque, ce qu'on appelle en B2C, une marque qui peut donc marquer, sans jeu de mots, hein, marquer, se démarquer, développer ses propres valeurs et finalement s'inscrire dans le champ de la consommation grand public. Génial. Et tu es quand même un personnage particulier parce que je crois que tu es passionné de sport extrême, tu es auteur de littérature, tu viens de la pub. C'est quand même particulier. Tu peux un peu me parler de ces différentes passions parce que c'est quand même étonnant de voir toutes ces passions-là. Tu es auteur, je crois que tu as écrit un ou deux livres. Oui, bah, c'est vrai que j'aime bien aussi réfléchir sur le sens de tout ce qu'on fait. Donc, l'aspect littéraire doit venir un peu de mon grand-père. J'avais un grand-père universitaire et c'est vrai que prendre un peu le temps de réfléchir, alors parfois c'est en écrivant des articles, des tribunes. J'ai souvent été chroniqueur aussi dans le journal Les Échos, par exemple. Et puis à un moment donné, Ah, je me suis dit qu'il serait intéressant d'écrire un livre un peu plus long, un peu plus fouillé. C'était à une époque où je m'engageais aussi dans France Digital, qui est l'association qui rassemble les startups et les investisseurs. Et on avait animé tout un mouvement qui était celui des pigeons au début du mandat de François Hollande. Donc, ça nous ramène quelques années en arrière. Et ouais. du coup, j'ai publié ce livre en 2014 qui s'appelle La gauche a mal à son entreprise, publié chez Plomb, et qui visait à essayer de réconcilier le monde de la politique et non de l'entreprise. Parce que finalement, on s'était dit au monde des pigeons que les politiciens ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien à ce que vit un entrepreneur en termes de prise de risque. Et puis également la fiscalité, qui est finalement le ressort de Bercy, du gouvernement, et qui est le lien entre l'entreprise et la politique. La fiscalité devrait refléter probablement la culture d'un pays pour savoir favoriser, par exemple, la prise de risque. Et on considère que cette fiscalité était à l'envers. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire maintenant, mais Bien sûr, enfin, bien sûr. du coup, le livre a été un peu inspiré par ce moment-là, en se demandant ben, qu'est-ce qui fait le rapport à l'argent aux États-Unis par rapport à la France? Qu'est-ce qui Ouais. fait que, par exemple, parmi les personnes les plus populaires en France, en général, on a toujours des chanteurs, des sportifs, des comédiens, alors qu'aux États-Unis, on peut avoir des grands entrepreneurs, Ouais. Des Steve Jobs, etc., des C'est leur Zuckerberg, sont célébrité parfois là-bas. parmi les personnalités les plus populaires. Donc, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le succès est moins reconnu quand on est entrepreneur en France? C'est ça le Très, sens très de ma réflexion. intéressant. Est-ce que tu as voyagé à l'étranger ou tu es toujours resté en Écoute, France? tu sais, on a créé Price Minister donc au début du e-commerce, après cette grosse bulle de l'Internet qui a été Donc, 2000 et quelques? catastrophique au début des années 2000. Mais ensuite, une dizaine d'années après, on a revendu Price Minister à Rakuten. Donc, j'ai été Yes. PDG de Rakuten, notamment Rakuten France, pendant un certain nombre d'années. Donc, j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là, parce que Rakuten, c'est un groupe international, c'est un peu le Amazon de Japonais. l'Est, d'une certaine manière. Et donc, j'ai beaucoup voyagé entre Tokyo, San Francisco, puisqu'il y a aussi un siège de Rakuten à San José dans la Silicon Valley. Et puis, on avait également des équipes à Londres, à Berlin, à Barcelone.
Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans l'avion à ces moments-là. Oui. Ok, génial. Et donc, parlons un petit peu donc les départs. Parce que créer une boîte, avant d'avoir une boîte, je crois qu'elle a été revendue 200 millions. Enfin, bref, c'est des gros montants dont on parle. Et donc, Price Minister, ça a démarré comment? L'idée, je crois que vous êtes 5 cofondateurs. Oui. Comment l'idée est venue? Comment c'est littéralement manifesté au début et qu'est-ce qui l'a amené à un tel succès? Ben, c'est vrai qu'il faut se rappeler que toute grande entreprise a été petite un jour. Donc, c'est toujours intéressant de voir la petite graine de départ. Là, la petite graine, c'était le fondateur qui était le plus emblématique, Pierre Kosciusko-Morizet, qui lui vivait aux États-Unis à ce moment-là et qui a rencontré par hasard sur le web une plateforme qui s'appelait half.com, half comme la moitié, half price. Donc, Okay. c'était finalement une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs, notamment sur les produits culturels. C'était un peu avant que tout soit digitalisé. Il y avait encore des DVD, il y avait encore voilà, des CD, etc. Donc, c'était en quelque sorte la Fnac de l'occasion, on pourrait dire. Et il l'a C'est ça. essayé en tant qu'utilisateur, en tant qu'acheteur, et il s'est dit, mais c'est génial ce truc, parce que c'est mieux que eBay. eBay, à l'époque, c'était seulement des enchères. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait Bien sûr. plusieurs sites de vente aux enchères comme eBay, Auckland, Tu ne etc. savais jamais quel Et prix tu donc, allais avoir. Tu as toujours pris en dernier. Tu voilà, étais donc juste il y avait stressé. le prix était fixé selon l'offre et la demande en fonction voilà, de l'attractivité des produits, mais ce n'est pas toujours très pratique Hmm. pour un certain nombre d'artistes. On s'est dit, bah, finalement, le prix fixe entre particuliers sur des produits d'occasion, c'est une sorte de révolution de ce qu'était la petite annonce de nos parents. La petite annonce, c'était C'est mettre vrai. en relation un acheteur et un vendeur particulier, mais il manquait un ingrédient qui était celui du tiers de confiance. Parce que quand on fait une Hmm. petite annonce, il faut quand même à un moment donné se rencontrer, éventuellement échanger un chèque ou du cash contre un produit. Et l'Internet permet de créer cet intermédiaire de confiance, ce tiers de confiance. Et c'est ça la petite innovation de Price Minister, qui consiste à être un peu comme un notaire dans une transaction immobilière. Vous savez, vous passez par la Caisse des dépôts et consignations, vous ne donnez pas un chèque comme ça à une personne qui vous ferait confiance sur la valeur d'un bien immobilier. Ben, nous, on a inventé la notion de notaire, donc de tiers de confiance, y compris sur des microtransactions de quelques euros, ce qui a permis en fait de lancer, d'exploser finalement ce concept un peu de marché aux puces avec paiement en ligne. Et donc, on l'a lancé en 2001. Dès 2003, on avait 3 millions de produits en ligne. Et puis, quelques années après, on avait plus de 100 millions de produits en ligne. Ce qui est la beauté de l'Internet, c'est le stock infini, ce qu'on appelle parfois la longue traîne ou la longue tail. C'est le fait qu'évidemment, les produits ne sont pas stockés dans des entrepôts. Ils sont finalement seulement des quelques octets sur des serveurs. Ça permet d'avoir un choix infini, ce qui est une promesse très, très puissante de l'Internet. Et donc, génial. Donc, c'est intéressant comme juste un petit point différenciateur a fait toute la différence et vous a permis de faire décoller. Comment est venue l'idée? Est-ce que vous avez brainstormé? C'est quelqu'un qui était en train de prendre un verre de vin, je ne sais pas trop quoi, à Paris, dans un restaurant. Comment arrivent des idées comme ça? Parce que l'innovation, on est dans un monde où si on n'est pas en train d'innover, on est déjà en train de mourir. Comment vient une idée comme ça? Est-ce que vous avez simplement vu, la problématique, c'est ça, il manque quelque chose? Comment c'est venu? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Pierre Kosciusko, lui, il était aux États-Unis, il a testé le produit. Et puis après, comme il avait cet esprit entrepreneurial, il s'est dit, comment est-ce qu'en tant qu'acheteur, je peux décortiquer cette mécanique? Comment est-ce que je peux en comprendre le modèle économique? Qui gagne quoi? Et est-ce que je peux l'adapter ensuite sur un marché européen? Parce qu'on imagine assez bien que les réflexes, la confiance sur le digital, etc., là, le niveau de maturité des consommateurs n'est pas le même sur tous les continents et dans tous les pays. Et donc, ça a consisté à décortiquer très clairement qu'est-ce qui pourrait faire que des gens se mettent vraiment à vendre des produits de manière massive en ligne. Quels seraient les ingrédients de la confiance en termes de paiement, mais également en termes de logistique, d'expédition, de rapport économique, et quelle marge on pourrait prendre aussi? Parce que bien sûr, un des grands problèmes que j'ai moi aussi aujourd'hui, que je suis business angel, donc je reçois beaucoup de business plans, je reçois des entrepreneurs, et je vois que plein d'entre eux, évidemment, ont des étoiles dans les yeux. Et malgré tout, il faut rester assez froid et se demander, il y a deux écueils possibles quand vous recevez un business plan. Soit l'idée est super et elle va exploser parce qu'on sent son potentiel grand public. Là, je parle surtout en B2C, donc c'est-à-dire qu'on s'adresse à des marchés grand public. Et dans ce cas-là, il faut regarder si effectivement il y a une marge et un modèle économique, parce qu'il ne s'agit pas de faire le maximum de chiffre d'affaires si on perd de l'argent à chacune des transactions. Donc, il faut s'assurer, en quelque sorte, que la marge contributive va être positive et qu'effectivement, même si on accepte de financer l'entreprise, comme c'est la tradition des startups, par des augmentations de capital pendant un certain temps, on doit être certain qu'à un moment donné, quand même, les courbes vont se croiser et que l'entreprise sera profitable. Donc, il y a quand même une analyse assez fine des marges, des commissions, ce qui a fait le succès de Airbnb, de Blablacar, de Uber, etc. C'est effectivement quand même l'idée qu'à un moment donné, au-delà d'un certain volume, l'entreprise va pouvoir devenir rentable. Ça, moi, il faut le voir. Même si Facebook n'a pas gagné de l'argent pendant, je crois, 7 ou 10 ans, Ouais. eux, ils avaient une stratégie de users, ils savaient qu'ils allaient se récupérer, c'était avec la pub. Quoi. OK. Et toi, Olivier, parle-moi un petit peu d'une création à 5. En général, on entend de 2, 3 fondateurs. Là, vous avez été 5 cofondateurs. Pourquoi? Quels étaient les avantages et inconvénients? Parce que c'est un sacré succès. Parce que ce n'est pas facile. C'est comme un mariage. Ça peut mal se passer.
Parle-nous un petit peu des avantages, inconvénients, tout ça. Et comment c'est passé au Presse Ministère? Alors, ce sont des questions très importantes à se poser au début quand on crée une entreprise. C'est avec qui je m'associe et comment je m'associe. Donc, comment je m'associe, c'est un peu le pacte d'actionnaires. Alors, il y a la confiance qu'on se fait les uns dans les autres. Et puis après, il y a ce qu'on écrit aussi. Comment on se répartit le capital. C'est des choses très importantes. D'ailleurs, les investisseurs, quand l'entreprise se développe, regardent aussi si les équilibres sont bons parce qu'ils vont avoir besoin d'avoir confiance, eux aussi, dans la complémentarité des différents associés. Moi, je dirais que très souvent, par exemple, maintenant que je suis aussi un peu business angel et même investisseur, puisqu'on est en train de lancer un fonds d'investissement 2050 avec Marie Eklund, donc j'apprends aussi à analyser la question que tu es en train de poser, mais de l'autre côté du miroir, avec la casquette investisseur. Et réellement, j'ai souvent, moi, du mal, par exemple, avec les entreprises qui sont lancées par un seul entrepreneur tout seul dans son coin. Parce que je me dis, voilà, c'est compliqué de croire dans l'homme ou dans la femme orchestre pour différentes raisons, parce qu'il est rare qu'une personne seule ait toutes les compétences, mais je sais aussi que sur le chemin de l'entrepreneuriat, on va avoir peut-être parfois des baisses de morale et que du coup, la complémentarité en termes de valeur, mais également d'énergie, en plus des compétences pures et dures, est très importante. Alors après, la question que tu poses, c'est au-delà d'un seul associé ou deux associés, comment est-ce qu'on fait quand on est cinq? La réalité, c'est que on doit se répartir le capital, mais également valider entre nous. Et ça a été ça, d'ailleurs, le processus. Même pour moi, quand j'ai rejoint, j'étais le cinquième parmi les cinq. Les quatre étaient déjà associés, donc je suis arrivé quelques mois après. Ils avaient besoin d'un directeur marketing. Moi, j'arrivais avec ma casquette de publicitaire et mon envie de créer une marque. Et donc, j'ai dû les convaincre et les challenger qu'ils avaient de l'or entre les mains pour m'accepter comme associé en disant bah oui, vous avez les compétences techniques, vous avez les compétences business, commerciales et également comment dire, sur les questions logistiques. Mais je leur disais, si on veut vraiment révolutionner, en quelque sorte casser la baraque, il faut également avoir une marque. Et créer une grande marque, ça demande des compétences spécifiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle rencontre le public. Et donc, je pense que j'ai en quelque sorte gagné ma place dans ce tour de table en les convainquant qu'il y avait une étape de plus à franchir en termes d'ambition et qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir un business très optimisé en termes de chiffres, mais qu'il fallait également offrir une vision très ambitieuse qui était finalement de disrupter, révolutionner la distribution grand public, qui était les Fnac de l'époque. Donc toi, c'était la grande force, ça amenait le côté marketing, ils sentaient qu'ils avaient une faiblesse là-dessus, ils connaissaient ta force. Et qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as entrepris concrètement? Quelles ont été les stratégies marketing que tu as mis en place pour faire exploser? Parce qu'après, on parle d'innovation, certes, mais après, on parle de marketing. C'est vraiment les deux gros moteurs. Qu'est-ce que tu as mis en place spécifiquement pour vraiment exploser la concurrence et vraiment amener le Presse Ministère au succès où il est? Mais en fait, ça prend du temps. Très souvent, on pense que les startups, c'est un peu comme Wall Street, c'est du fast money. La réalité, c'est que non, ce n'est pas le cas. Prime Minister, on l'a revendu après plus de 10 ans. Si vous regardez Blablacar aujourd'hui, c'est aussi une société qui a plus de 10, 12 ans ou 13 ans. Donc, il y a beaucoup de ces grandes entreprises qui sont des cartons à l'international et qui ne sont pas forcément encore des entreprises qui ont été introduites en bourse ou revendues. Donc, ça peut prendre du temps. Notamment, ça prend du temps pour tester les business models. Tout au début, on avait des hypothèses sur des niveaux de marge, des niveaux de commission, des articulations autour de l'expérience utilisateur, parce qu'il s'agissait aussi de révolutionner l'expérience utilisateur. Personne n'avait encore vraiment vendu de manière massive des produits. Nous, on avait une crainte, c'est que finalement, on n'arrive pas à convaincre le grand public de se dire que ça valait le coup de mettre en vente ces produits, puis ensuite de les envoyer par la poste. Ce n'était pas complètement évident, ce n'était pas gagné. Donc, finalement, ce qu'on a dû faire au départ et ce qu'on fait, c'est qu'on ne dépense pas trop d'argent au début. On fait beaucoup de ce qu'on appelle en anglais du test and try. On teste des choses. Et l'intérêt, finalement, du marketing digital, que j'ai appris moi aussi au long de la route, parce que je venais du monde publicitaire, avec des grandes marques qui étaient mes clients et qui dépensaient beaucoup d'argent en télévision. Nous, avant d'en arriver à la construction d'une marque vraiment avec peut-être plus d'argent en publicité, il a fallu qu'on valide réellement l'ensemble des taux. C'est un petit peu quantitatif, ça peut être rébarbatif, mais il faut aimer les chiffres. Regardez un peu dans Excel, quand on investit 1 euro, combien est-ce qu'il rapporte? Quel est le coût d'acquisition d'un client? Quelle est la fidélisation des clients? Quel est le panier moyen? Quel est le taux de répétition? On regarde tout ça pour que finalement le modèle soit assez optimisé, un peu comme le moteur d'une voiture, avant qu'elle parte sur un Grand Prix de Formule 1 et qu'on fasse le plein d'essence. Il faut vraiment avoir vérifié l'ensemble des petits paramètres. Et ensuite, quand on est sûr de soi, on peut appuyer sur le champignon. Donc, vous avez vraiment des KPI très clairs, vous testez les trucs, vous voyez les trucs qui ne marchaient pas, on ne fait pas, on continue. Donc, c'était plein de… Quand on parle de tests, parce que je crois que Facebook a fait, je ne sais pas combien 600 tests, ou 6000, je ne sais plus, avant d'avoir vraiment la plateforme avec les couleurs, la manière avec le feed, bref, le mur qui est là. Vous avez fait énormément de tests. C'est-à-dire, quand on parle de tests, c'est 2 tests par an ou c'est non-stop détail? Parle-nous un petit peu de ça. À quel point c'est important? Effectivement, là, on rentre dans des questions essentielles, mais assez techniques. Pour les simplifier, je dirais qu'au fur et à mesure que le temps avance, encore aujourd'hui,
l'intelligence artificielle, le machine learning permettent d'accéder au traitement de data de manière beaucoup plus massive. Mais quand on a commencé, en fait, je me rends compte que c'était il y a 20 ans, donc d'un seul coup, je me prends un coup de vieux. C'est comme hier, pas vrai. Au début, il y avait déjà des datas, mais finalement, si on y pense assez rapidement, on n'avait pas encore le téléphone mobile quand on l'a lancé. Vous savez, les iPhones, ça date de 2006-2007, donc on était uniquement sur des écrans. On a du mal à se le rappeler, mais oui, la vie avant le téléphone mobile. C'est vrai. Et il y avait déjà du e-commerce. Le débit n'était pas aussi élevé. Il n'y avait pas encore la fibre optique, etc. Ah ouais. Donc, tout ça fait partie de l'expérience client. C'est-à-dire que quand c'est un peu plus lent de charger une page, de regarder des images, de passer au paiement, on est un petit peu moins en confiance. Et puis, au fur et à mesure que le web s'est développé en termes d'infrastructure, que la bande passante a augmenté, on a pu faire de plus en plus de tests, tester de plus en plus de data. Et au bout d'un moment, effectivement, on arrive vraiment à un marketing personnalisé, c'est-à-dire du vrai one-to-one au sens précis, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'interface, que ce soit sur l'écran mobile applicatif ou sur l'interface web PC. On peut personnaliser l'interface en poussant des promotions, des produits qui sont adaptés à un internaute qui ne serait pas forcément adapté à son voisin. Ça, c'est effectivement l'accumulation des datas qui sont complètement anonymisées, évidemment. Et tous ces tests que tu décris, ce qu'on appelle parfois du A/B test, c'est-à-dire qu'on teste une version A par rapport à une version B. Au départ, par exemple, est-ce qu'il faut plutôt mettre le bouton vert ou le bouton rouge? Est-ce qu'il faut plutôt écrire payer ou passer une commande ou mettre en panier? Tout ça, a priori, intuitivement, on peut avoir des idées de ce qui serait mieux, mais l'intérêt du web digital, c'est de vraiment objectiver les données et de savoir réellement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et donc, du coup, on est passé du A/B test au A, B, C, D, E test, c'est-à-dire qu'on teste des versions avec des sortes d'échantillons aléatoires qui font que quand un internaute arrive sur une page, il a de manière aléatoire une version qui s'affiche qui ne sera peut-être pas la même que celle de son voisin. Et au fur et à mesure de ces tests en temps réel, et donc, comme tu le disais, qui se font tous les jours, toutes les minutes, on a des données qui remontent et on n'attend pas un mois ou 2 mois avant d'analyser ces données. On peut les adapter au fur et à mesure. C'est non-stop, quoi. Constamment, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour fluidifier OK, donc ça, c'est vital. Et donc là, tu parles on parle souvent de recruter les talents. Je pense que ça a été sur Presse Ministère, avant que tu quittes, c'était quoi, une boîte de combien de personnes là? On parle de combien? On a commencé à 5, mais enfin, on était rapidement une quinzaine. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a grandi, on a évidemment déménagé, ajouté des mètres carrés, des personnes. Et ensuite, on a également fait un peu de build-up. Donc, on a racheté aussi d'autres entreprises pour vraiment… là, c'était avant la crise de 2008. On avait acquis d'autres… il faut savoir aussi parfois faire de la croissance qu'on appelle externe, ce qui permet d'ajouter du chiffre d'affaires et puis également d'une proposition de valeur plus large pour nos clients. Donc, on a acheté une brique immobilière, une brique petite annonce automobile, une brique voyage qui nous permettait d'avoir un portail beaucoup plus large. Donc, on a dû être jusqu'à à peu près 300, ce qui reste assez modeste par rapport finalement aux licornes, parce que depuis 10 ans, maintenant, on a plus de 20 licornes, je crois, qui ont été revendiquées par le président Macron. Donc, en France, maintenant, on a franchi des caps qui sont peut-être x10 par rapport à Price Minister, qui était un grand succès de l'époque, mais qui serait finalement assez modeste comparé maintenant aux énormes licornes françaises dont on peut être fier. D'ailleurs, on les observe fortement parce que moi, je reste vice-président de France Digital. Donc, on pousse cet écosystème un peu comme une fédération de sport. C'est-à-dire qu'il nous faut des champions comme il en faut en tennis, en judo ou en foot pour attirer des vocations et faire convaincre les plus jeunes de passer en entrepreneuriat en suivant ces rôles modèles. Donc, plus il y en a, plus ils sont hauts, plus on a après de jeunes qui alimentent la pyramide en bas de la pyramide. On y croit, on peut y aller, on peut même les dépasser. Et donc, parlons un petit peu du recrutement, parce que c'est tellement important. Une des problèmes majeurs qu'on voit, c'est constamment les gens, j'ai du mal à recruter des gens de talent, j'ai du mal à les garder. Quelles ont été les clés de ton expérience entrepreneuriale qui est grande, qui est incroyable, qui est immense? C'est quoi? Comment toi, tu t'y prends? Ou quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui sont là, de dire, OK, voilà comment on fait un bon recrutement et comment on minimise les risques, en tout cas, d'éviter de se planter? En fait, il y a plusieurs aspects importants. La première chose, c'est qu'il faut vraiment avoir envie, à mon avis, fondamentalement en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment avoir envie de recruter des meilleurs que soi. Ce que je réalise très souvent, c'est qu'on a, dans des entreprises qui ont plafonné, souvent des recrutements qui ont été insuffisamment, si vous voulez, insuffisamment validés en termes de qualité, parce que parfois, certains entrepreneurs ou certains managers ont un peu peur de recruter des meilleurs que soi. Et pourquoi ils ont peur? Pardon? Pourquoi ils ont peur? C'est l'ego? C'est quoi le truc? Il peut y avoir des questions d'ego, la peur d'être un peu challengé. Et très souvent, on s'en rend compte, même en tant qu'investisseur, quand on pose des questions à un entrepreneur, quand on voit qu'il n'a pas une bonne capacité d'écoute, qu'il est trop sûr de lui, souvent, ça cache un problème de confiance en soi. Et ceux qui ont une forte confiance en eux, et c'est souvent ça quand même les bons entrepreneurs,
ils sont capables de se dire je veux recruter les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils admettent qu'ils vont avoir des gens qui sont meilleurs qu'eux dans certains domaines et que l'ensemble, ce qui les unit, va faire quelque chose de plus fort. Ça, c'est un critère qui est important, c'est qu'il faut vraiment reconnaître qu'à un moment donné, on constitue une équipe. Moi, je crois fortement au leadership du CEO, du PDG, mais si ce n'est pas partager son leadership, je pense aussi que ça va aller dans le mur. Ouais, Alors excellent. après, pour être plus concret sur comment recruter les meilleurs, il faut avant tout, je pense, construire une marque. On parle beaucoup de marque RH, on parle de HR brand. C'est le capital humain, c'est-à-dire qu'il faut que la marque donne envie de rejoindre l'aventure. Ensuite, en fonction des cibles et des potentiels, il faut décomposer l'ADN un peu de sa marque RH en fonction des différents secteurs d'activité. Parce que typiquement, on sait que des développeurs ou des informaticiens, ils vont être attirés peut-être par le projet, la mission et la vision, mais ils vont être aussi intéressés par la capacité de cette marque techniquement à demeurer agile. C'est vraiment ça l'univers des startups. C'est-à-dire que sinon, c'est plus simple pour un développeur d'aller dans une SS2I, dans un grand groupe et d'avoir un bon salaire et puis peut-être de s'ennuyer un petit peu. Mais en revanche, quand on rejoint une startup, il faut avoir en tête qu'on rejoint aussi une aventure et que cette aventure, pour être en face de cette espérance, il faut qu'elle puisse promettre de l'agilité, c'est-à-dire quelque chose qui bouge et qui va donner, désolé, c'est un terme américain, mais de l'empowerment à ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre des initiatives et qu'ils vont pouvoir réagir sur des délais relativement courts. Le gros problème des grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est qu'elles finissent par être très, très, très lentes et donc on s'endort en fait dans le truc, ce qui n'est pas ce que veulent les jeunes. Aujourd'hui, ce que je vois moi, de ce que recherchent les jeunes, c'est qu'ils veulent du sens. Donc la marque RH, il faut qu'elle apporte du sens. On sait que pour se lever le matin, il faut qu'il y ait une mission qui ne veulent pas seulement gagner de plus en plus d'argent, ça c'est évidemment faire une différence, créer un impact, mais également avoir un sens. Et ce sens, et ce terme d'impact, il n'était pas tellement à la mode il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, il faut le prendre en compte. Certains peuvent considérer que c'est un caprice des jeunes. La réalité, moi, je trouve ça que c'est un souffle d'enthousiasme, en fait, puisque les jeunes, même des plus grandes écoles aujourd'hui, veulent qu'il y ait un sens qui soit environnemental, social, etc. Et que finalement, quand ils se lèvent le matin, ils contribuent à une mission qui est plus haute qu'eux ou qui est plus grande qu'eux. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça oblige à pas seulement déclarer qu'on a une belle marque et qu'elle va avoir des belles valeurs, il faut aussi le démontrer. Écoute, c'est génial. Donc, ce côté valeur, donc, toi, tu recommandes même de brander ça, plus que de la technique. C'est vraiment de dire, voilà nos valeurs, les communiquer, ce qui va faire que ça va attirer les meilleurs talents déjà. Donc là, tu parles vraiment de recruter aux valeurs, quoi. Ça, c'est vital. Parce qu'en fait, le plus simple, c'est de trouver les bonnes compétences. La seule difficulté, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses. Là, je prends un peu ma casquette France Digital. On se rend compte que pour l'univers digital, parce que ce n'est pas toujours les mêmes problèmes dans chacun des secteurs, mais dans l'univers numérique, on a insuffisamment de talents qui connaissent suffisamment bien le digital. Donc là, il y a un problème de formation en amont. Ce n'est pas peut-être le débat de ce soir, mais enfin, il y a une question et on devrait tous militer pour avoir de plus en plus de formation et qu'on apprenne l'ensemble des métiers du digital. Ce n'est pas seulement des ingénieurs de Bac+5 dont on a besoin. Il y a besoin de tous les niveaux, savoir faire du marketing digital, être business développeur dans le digital. Il y a besoin de gens qui savent gérer la logistique, qui savent gérer les appels clients, le CRM, etc. Et tous ces talents-là, si on n'en a pas suffisamment en France, quelle que soit la marque RH, elle va aller les chercher à l'étranger. Donc ça, c'est quand même un petit souci qui est lié au marché du travail où sur ces secteurs-là, on a ce qu'on appelle presque un taux de chômage négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de postes ouverts que de demandes possibles, ce qui est aberrant dans un pays où on a presque un quart de chômeurs chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc là, il y a une révolution presque sociétale à élaborer. Et alors après, à partir de là, à partir du moment où on veut recruter les meilleurs, dans certains cas, il ne faut pas hésiter à aller les chercher à l'étranger parce qu'il y a dans ces talents, alors même beaucoup des startups qui sont les plus grosses, vous savez, il y a un indice qui s'appelle le Next 40 qui identifie les 40 plus grosses startups françaises dont on espère qu'elles rentreront dans le CAC 40. Ces boîtes-là, pour la plupart d'entre elles, elles ont un de leurs fondateurs qui est déjà allé vivre à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'à un moment donné, le fondateur incarne sa boîte, il va aller s'installer alors à San Francisco, à Munich, il va se déplacer à l'étranger pour incarner vraiment son expansion internationale et aller recruter sur place. Parce qu'effectivement, pour recruter les meilleurs talents, il ne faut pas avoir l'impression qu'on sera, en tout cas si on est un Américain, qu'on va être juste dans une petite filiale d'une boîte française. Ce ne sera pas suffisamment attractif. En revanche, si le CEO et le fondateur se déplacent, là, on commence par y croire. Ah, excellent. Okay. Donc, pas hésiter à déménager, pas hésiter à y aller. Ça, c'est top. Parlons un petit peu des plus grosses erreurs que tu as faites je suis très curieux, dans ta carrière entrepreneuriale et qui ont été très coûteuses et douloureuses et que tu as envie de nous transmettre pour qu'on évite de la faire nous-mêmes. Ce serait quoi?
il faut que j'avoue mes humiliations, les claques. On l'a Écoute, tous, c'est vrai. non, mais on s'en prend plein. Alors, avec Price Minister, ça a été plutôt un succès, mais pas toujours, effectivement. Il y a un conseil que je pourrais donner, c'est que très souvent, quand on arrive à lever des fonds, c'est pas un objectif, mais c'est une sorte de milestone intermédiaire sur le succès, parce que quand on est dans le domaine digital, une startup, au départ, n'a pas des bilans à présenter, donc elle ne peut pas être financée par du crédit. Elle ne peut pas y présenter un bilan qui lui permettra d'avoir accès à des prêts bancaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette logique d'aller chercher d'abord parfois ce qu'on appelle du love money, donc auprès de ses amis, de sa famille, ensuite des business angels un peu plus structurés, et puis ensuite série A, série B, série C, des tours de capital qui vont être plus importants auprès de fonds d'investissement. Et il se trouve, pour parler d'échecs qu'on a pu nous avoir avec Price Minister, et je le vois dans beaucoup de startups, c'est que quand on commence à arriver à lever des fonds, parfois on a un peu l'impression d'avoir déjà réussi quelque chose. Pas oublier qu'à ce moment-là, ce n'est qu'une étape, c'est-à-dire que lever des fonds, c'est bien parce que ça permet de passer à l'étape d'après, donc d'ouvrir des portes, et notamment de débloquer les RH et le recrutement. Et moi, je me rappelle effectivement, alors je ne sais plus dire en quelle année, mais à un moment donné, j'étais parti en vacances un été. Juste après une levée de fonds, on méritait de prendre quelques vacances. Et en fait, on a tout de suite lâché le recrutement. Donc, on a recruté beaucoup de monde et on n'avait pas structuré la société de façon à ce qu'elle puisse accueillir suffisamment de personnes, notamment en termes de middle management. C'est-à-dire qu'on n'était pas structuré. Et donc, une erreur qu'on a pu faire, c'est qu'on a recruté trop de monde trop vite et que la culture d'entreprise n'a pas su les absorber. Et on s'est retrouvé un peu à l'arrêt en termes de croissance. Les projets ne sortaient plus. Les process, les réunions se multipliaient. On se retrouvait avec des comptes rendus. On a l'impression de devenir un peu administratif et on perdait l'agilité dont je te parlais au début. Et ça a été un gros échec. Et on a été obligé, un peu, et c'est un peu dur pour un entrepreneur qui est toujours positif, de dire bah non, il va falloir qu'on se resépare de personnes et qu'on recommence à zéro parce que c'est qu'on a. En fait, pourquoi je pense que quand on crée une startup, il faut imaginer qu'il y a une équipe de départ qui peut être la bonne équipe pour lancer le projet. Et ce n'est pas forcément la même équipe qui saura ensuite passer les étapes d'après. On distingue, tu sais, il y a un livre de Peter Thiel tu sais, qui est assez connu dans la Silicon Valley, qui est un des fondateurs de PayPal et qui est un des gros investisseurs, assez polémique, et qui a écrit Zero to One. Zero to One, c'est comment on passe de rien à quelque chose. Donc, c'est vraiment le début de l'entreprise. Et après, il y a One to 1 million. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé l'entreprise, il faut passer à l'étape d'après. Ça reste un métier entrepreneurial, mais c'est un métier de structuration où les RH, la capacité à manager est un peu différente. Et parfois, le petit commando de départ qui est essentiel, les 10 personnes, on va dire les 10 premières personnes sont essentielles, ce n'est pas forcément celles qui feront le succès des étapes d'après. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'elles quittent l'entreprise, mais certaines personnes sont meilleures à lancer le projet et ne seront pas forcément les mêmes personnes qui vont savoir manager. Et c'est ça une erreur qu'on a pu faire, c'est qu'on s'est mal entouré des premiers middle managers, donc on devenait nous-mêmes une sorte de goulot d'étranglement, puisque tout repassait par nous. Et à un moment donné, quand l'entreprise grossit, c'est plus possible. Donc finalement, notre bande passante n'était plus suffisante. Et donc, on a dû réinitialiser ça et recommencer avant de repartir vraiment sur une croissance à 2 chiffres. Ouais, c'est la fameuse expression, j'ai entendu slow to hire, quick to fire. Donc, lent faut mieux prendre un peu plus son temps à recruter les bonnes personnes et se préparer. Et quand ça va plus, il faut mieux vite se couper parce que sinon, ça va bouffer du truc. Donc, génial, merci pour ce partage. C'est la culture américaine, oui. Un niveau ça, ouais. Et donc, parlons un petit peu. Donc, merci pour ça, Olivier. Et si vous aimez ce que vous êtes en train d'apprendre, laissez un petit commentaire à Olivier. Est-ce que c'est juste génial ce qu'il est en train de partager? Je suis juste curieux. Parce que non, toi, tu es passé de l'autre côté, on va dire. Tu es un business angel. Et je trouve ça très intéressant parce que je parlais avec plein de business angel. Et quelles sont tes règles d'investissement? Qu'est-ce qui font que tu as des règles éliminatoires? En gros, tu dis, bon, ça, je ne vais pas investir. Je suis juste curieux parce que moi, je suis aussi j'investis et tout doucement. Ça peut-être pas à ton niveau, mais je suis aussi un investisseur. Donc, c'est quoi tes règles d'investissement? Ce qui va faire que tu vas dire, OK, voilà, il y a beaucoup de chances de succès, il n'y a pas beaucoup de chances de succès. Parce que tu regardes beaucoup l'équipe, les personnes, le projet. Donc, tu as parlé déjà, bien sûr, il faut qu'il y ait un business model qui soit rentable dans les prochaines années. Mais est-ce que tu as des règles? Est-ce que tu as un screening? Est-ce que c'est automatique pour toi? Parle-moi un petit peu de ça. Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à être business angel, je n'avais pas encore de règles et j'étais un peu sûr de moi. J'ai même été un peu prétentieux parce que je me suis dit, bon, on a réussi Price Minister, j'ai gagné un peu d'argent en revendant Rakuten. J'ai envie de faire ce qu'on appelle un peu du give back, c'est-à-dire je vais vouloir réinvestir, mais aussi pour aider, et évidemment en espérant gagner de l'argent, parce que j'avais eu quand même un certain nombre d'administrateurs qu'on avait avec mes associés, qui étaient des gens plus âgés que nous et qui nous avaient bien mentorés quelques années auparavant. Donc je m'étais dit, à mon tour de jouer ce rôle-là et d'aller aider des entrepreneurs. C'est intéressant. Je peux t'interrompre. C'est là que tu as parlé de mentorer. À quel point, et après on va revenir, à quel point c'était important pour toi d'avoir justement des mentors
Est-ce que sans eux, ça aurait été vraiment très compliqué? Parle-moi un petit peu de l'importance du mentoring, quoi. Ben oui, moi je pense que c'est important et que indépendamment des études qu'on a pu faire ou du niveau de diplôme, après on se rend bien compte que quand on se lance dans une entreprise, on doit faire des choses qu'on n'a pas apprises à faire de toutes les façons. Donc il faut s'adapter et on peut accélérer grâce au mentoring parce qu'on peut être confronté à des personnes un peu plus seniors qui sont passées par des erreurs. Alors, on sait qu'on va refaire les erreurs aussi, malgré tout. C'est un peu comme quand on essaye d'élever des enfants. On dit, voilà, ne fais pas ce que je… Enfin, en gros, fais ce que je Oui, te dis. Mais la je réalité, c'est qu'il y a comprends. souvent de limitations et qu'on a besoin de faire ses propres erreurs. Nous, on a eu de la chance qu'on a eu des mentors qui étaient vraiment du niveau grand patron, en pleine période en plus de crise financière au début des années 2000. Donc, c'est des gens qui s'étaient dit, c'est intéressant d'accompagner ces petits jeunes. On avait tous moins de 30 ans. Pierre Cosco, je crois qu'il avait 23 ou 24 ans. C'était juste à la Wow. sortie de son diplôme. Moi, j'étais 5-6 ans plus âgé. Mais enfin, on était quand même tous assez jeunes. Et le fait d'avoir des gens qui ont un peu de plomb dans l'aile, alors on se réunissait dans un petit café à Paris, je me rappelle, dans le 3e arrondissement, c'était notre board meeting avec des gars qui arrivaient avec des cravates et qui avaient plutôt l'âge, enfin, je le dis avec tout le respect que je leur dois s'ils écoutent, mais qui avaient plutôt l'âge de nos parents, mais qui avaient vraiment beaucoup de bouteilles, qui avaient Ouais. dirigé des grands groupes et qui étaient assez excités par l'aventure parce qu'ils retrouvaient cette vibration qu'on peut avoir au début d'une entreprise. De jeunesse. Et donc c'est ça que moi, en tant que business angel, je me suis dit, est-ce qu'on peut l'apporter à des petits jeunes, donc des gens qui ont Yes. 10-15 ans de moins, est-ce qu'on peut les aider en plus de leur faire un chèque qui permet de participer à l'augmentation de capital? Et pour tout dire, j'étais sûr de moi parce que je m'étais dit, bah, je connais bien le digital. Là, ça fait quand même 10 ans que je vois à peu près comment ça marche, comment fonctionnent les datas, comment est-ce qu'on crée une campagne marketing en ligne, etc. Et pour autant, tous mes premières paumes de Business Angel, je les ai toutes faites au début. Donc, je me suis dit, bon, il y a un problème. En fait, il y a forcément une courbe d'expérience. En tant qu'investisseur, il faut, et c'est beaucoup d'investisseurs chevronnés dans les fonds de type VC, capital risque, me l'ont dit, il faut d'abord perdre de l'argent avant de pouvoir en gagner. Alors pourquoi? T'apprends avec les Enfin, erreurs, je ne ça sais fait pas, c'est mal juste qu'il y a et une courbe d'expérience. Voilà, il y a des intuitions qu'on développe au fur et à mesure, il faut s'être trompé. Bon, moi, après ma grille d'analyse, oui, petit à petit, elle commence à exister quand même, parce que après avoir perdu de l'argent, j'ai fini par en gagner. Et j'ai heureusement gagné plus que perdu au long de ces 10 ans. Ok. La première chose, c'est que Bien. je mise beaucoup sur l'équipe avant tout. C'est vrai que c'est d'abord un rapport humain et je regarde l'attitude. Ce qu'on appelle l'attitude au sens anglais, c'est comment la personne va se comporter. Donc, c'est une question d'énergie. Je considère qu'un bon entrepreneur, c'est à la fois un mélange de… Il est compétiteur. C'est vrai que je trouve qu'il n'a pas peur Moi, c'est pour ça que tu parlais de sport extrême. Alors, c'est un peu caricatural. Si on dit qu'on fait du kitesurf, du ski, etc., on a l'impression d'un cliché. Mais quel que soit le sport, et parfois, ce n'est pas du sport, mais c'est un esprit de compétition. C'est vrai que je trouve que c'est… Parfois, on dit oh, les gens qui ont l'esprit de compétition, c'est des tueurs, etc. Moi, je trouve que non, il y a un côté compétitif positif. C'est Yes. ludique, mais il faut quand même avoir envie de gagner, de se dépasser. Donc moi, je le valorise Donc, tu regardes réellement cet état d'esprit, quoi, cette attitude. et je pense qu'on peut dépasser le cliché qui fait… Ouais, moi, je pense que voilà, je comprends bien qu'il peut y avoir un cliché derrière ce côté, OK, compétition, il faut gagner, etc. Mais je vois bien que c'est aussi l'état d'esprit que tu vois l'énergie que tu mets, y compris dans le sommet des entrepreneurs, c'est qu'il y a quand même l'envie de réussir. Cette envie-là, il faut la percevoir. Deuxièmement, il faut quand même être assez précis, analytique. Donc, il y a un côté quand même comptable qui est un peu loin du compétiteur. Donc, tu vois, on essaie de trouver le mouton à 5 pattes. C'est qu'il va falloir quand même quelqu'un qui comprenne bien ce qu'il fait, qui comprenne les chiffres, parce qu'on va quand même lui confier de l'argent. Donc, on veut ça. Et puis, la troisième caractéristique, et c'est là où ça devient vraiment un mouton à 5 pattes, c'est qu'il faut aussi qu'il soit très créatif, innovant. Donc, il y a un côté presque un peu artiste. Parce qu'à un moment donné, il s'agit de disrupter un marché, de vouloir repousser les murs, de sortir de la boîte. Alors, si on a un compétitif, analytique et créatif, Créatif. déjà, là, j'ai envie d'investir. Et Wow. ensuite, Et est-ce que je tu peux. regarde aussi sa capacité. Non, Vas-y, enfin, juste excuse-moi. pour finir ça, c'est que je regarde aussi ses Vas-y, avec capacités plaisir. ou comment. Oui, pardon, c'est juste pour te dire que ces capacités-là, on les étudie en rencontrant la personne, en challengeant un peu. Parfois, c'est un PowerPoint, un deck, une présentation adossée à plus ou moins de chiffres selon la maturité de son dossier. Mais en tous les cas, ces moments d'interaction sont très importants parce qu'on détecte aussi la capacité de la personne qui est en face de soi à écouter aussi. Parce que si on investit et qu'on participe éventuellement à un conseil d'administration, on a envie quand même, c'est pas qu'on a envie d'être écouté au sens où on n'est pas des Bien sûr. professeurs, etc., mais c'est que la capacité d'ouverture ou d'écoute d'un entrepreneur fait que s'il arrive à écouter, on peut être certain qu'il ne va pas s'enfermer dans ses propres certitudes. Parce qu'une bonne façon de planter une entreprise, c'est de se dire non, c'est moi qui ai raison et c'est comme ça qu'on va faire. Alors qu'on sait très bien que toutes les entreprises, et Facebook c'est le cas aussi, elles ont, on dit ce fameux mot de pivot, elles ont pivoté.
Et le pivot, c'est la capacité à écouter le marché, à écouter ses actionnaires, à écouter ses concurrents pour pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est vraiment la capacité d'écoute. La capacité aussi à s'associer à d'autres personnes, pouvoir partager le capital. Ça veut dire, je considère que si je donne un peu du capital et que j'ai des associés, c'est un peu comme si je donnais mon sang, hein, donner du capital à une entreprise. Mais si je le fais, c'est que je considère qu'ensemble, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'il vaut mieux parfois avoir peut-être seulement 20% de 100 millions que, tu vois, 100% de 1 million. C'est des calculs simples. C'est ça, excellent. Excellent. Donc ça, c'est un peu tes critères. Et quand tu disais le mouton à 5 pattes, est-ce que quand tu les vois justement à 2, à 3, tu dis, bon, bah, lui, c'est l'analytique, lui, c'est plutôt le créatif, etc. Donc ça passe tant que dans le package, tu les vois avec tous ces éléments-là, ou ça doit être absolument une personne. Non, mais c'est arrivé qu'on fasse des investissements en disant, bah, il manque une personne, donc on investit, mais il faut que vous allez chercher le talent qui vous manque. Donc, pour qu'il y ait des complémentarités autour de la table. Alors, en termes de caractère, de valeur, et puis après, parfois, tout simplement de compétences, hein, parce qu'on voit l'évolution de l'entreprise. Au début, elle a peut-être quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais si on imagine l'entreprise et qu'on se projette dans le futur, on sait que l'entreprise va devoir évoluer et que pour passer un certain nombre de plafonds de verre, il faut qu'elle ait des compétences qui ne sont peut-être pas dans les équipes à ce moment-là. Donc, c'est intéressant aussi d'arriver à se projeter dans le futur avec l'entrepreneur. Après, bon, pour moi, il y a un autre critère, parce que là, j'ai beaucoup parlé des critères humains qui sont les plus essentiels pour moi. C'est la capacité de cette attitude par rapport au travail, cette attitude par rapport à l'écoute et par rapport à l'association. Ça reste les critères essentiels qui montrent qu'on va pouvoir travailler en équipe. Mais ça montre aussi le niveau d'ambition de la personne, hein. Je trouve que le niveau d'ambition, il est plus ou moins élevé. Et parfois, certaines entreprises, ça arrive de leur dire non. Enfin, ça m'est arrivé de leur dire non en disant, mais en fait, vous n'avez pas forcément besoin de lever des fonds. Vous avez en tête ce schéma parce que vous lisez dans la presse que c'est super de faire des augmentations de capital. Vous avez peut-être un très bon business qui n'a pas besoin de lever de fonds et vous êtes peut-être sur une mauvaise voie, ce qui ne veut pas dire que votre business est mauvais, mais il n'a peut-être pas le même niveau d'ambition que ce qu'on pourrait attendre quand on est business angel ou fonds de capital risque. Donc ça, c'est tout l'ensemble des critères assez humains. Et ensuite, quand on regarde le business, moi, ce que je regarde en particulier, avant tout, c'est dans l'idée qui est au départ. Je regarde, et ça c'est assez simple à expliquer au détour d'une phrase, mais il faut bien y penser. Je distingue le problème de la solution. Parce que beaucoup d'entrepreneurs arrivent, notamment dans les univers technologiques, en disant « j'ai une super solution, en gros j'ai trouvé une idée, un programme, une application mobile, un objet connecté qui fait papa, maman, c'est génial, etc. » Et si on lui dit « mais c'est quoi le problème que tu résous ?» et qu'il n'est pas capable de répondre, on peut avoir peur qu'il ait la super solution, c'est-à-dire le truc innovant, le géo trouve tout, mais qu'il n'y a pas de marché derrière. Donc finalement, une question importante qu'on fait un one-pager executive summary, c'est quel est le problème que j'adresse? Est-ce que j'adresse un problème? Si vous prenez Airbnb, si vous prenez Uber, PriceMeister, Blablacar, il est très facile d'énoncer le problème qui est résolu. Et on peut dire, c'est un gros problème, donc forcément un gros marché. Excellent. OK, donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste on crée un truc pour le fun où tellement l'entrepreneur se plante. C'est on sait qu'il y a un gros problème et c'est ça qui va amener au grand succès. Il y a un problème, les gens ne pouvaient pas se balader à cheval. Et Henry Ford a inventé la voiture. Et c'est génial ce que tu dis. Merci pour ça, Olivier. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Parce que c'est juste génial ce que tu dis. Merci encore pour ton temps. Et c'est clair. Mettez dans les commentaires si vous appréciez, vous apprenez plein de choses. Je suis sûr qu'Olivier va apprécier. Alors, je sais qu'elle est difficile, mais par rapport à toute ton expérience entrepreneuriale, s'il y avait une chose qui faisait toute la différence pour toi, ce serait quoi? Et je sais que c'est chaud parce que tu as donné tellement de clés, tellement d'éléments, mais s'il y avait une chose qui faisait toute la différence pour le succès d'un entrepreneur, ce serait quoi? Ouais, c'est presque la question impossible, c'est la question. Je sais. Une seule chose. En fait, ce que tu veux dire, ta question pour la préciser, ce serait avant de lancer son entreprise, qu'est-ce qui non, pas forcément. Qu'est-ce qui va pour toi? Tu vois un entrepreneur, qu'est-ce qui fait la chose, the one thing, tu vas dire OK, lui va réussir, ou tu sais que ça va réussir à la fin? Écoute, non, moi je crois que ce que je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je le vois avec le côté investisseur, donc c'est une façon de répondre à la question. Mais les personnes qui me donnent envie d'investir dans leur projet, c'est des personnes qui sont animées par une sorte de puissance intérieure, une flamme qui fait qu'en fait, ils sont déjà passés par beaucoup d'étapes et très souvent, on leur a dit non. Et en fait, la capacité à avoir cette résilience face au non, et nous, on nous a dit non plein de fois et plein d'entrepreneurs, parce que parfois, les parents disent non, ce serait quand même plus. Tu devrais d'abord prendre un bon salaire. Est-ce que c'est bien raisonnable? Ou alors il y a plein de gens qui vont vous dire non, là c'était un peu trop tôt, c'est une super idée, mais c'est trop tôt, les gens ne sont pas prêts. Ou alors non, au contraire, c'est trop tard, tu as déjà des concurrents. Il y a plein de gens qui vont vous dire non, c'est comme ça. Et en fait, les gens qui vous disent non, c'est juste que très souvent,
ils aimeraient devenir entrepreneurs, mais c'est plus facile de dire non et de donner une raison à soi en tant que spectateur, de dire non, moi, j'irai pas parce que. Et donc, d'un seul coup, si vous laissez convaincre par les gens qui disent non, très souvent, ils sont très convaincants parce qu'ils ont réfléchi à comment dire non et comment essayer de vous décourager. Mais en fait, ils sont en train d'exprimer leur propre peur. Donc, ce que je trouve intéressant pour moi, c'est de trouver des gens qui ont réussi à contourner tous ces noms. Et donc, du coup, cette espèce de flamme qui fait que, OK, on m'a dit non, et j'ai une résilience. Et donc, c'est des gens qui sont un peu burinés. Ils ont connu des échecs, ils ont connu des non, et ils n'ont pas tout réussi du premier coup, mais ils sont là, ils sont résilients, et ils ont su éventuellement écouter et peut-être adapter, modifier. Ils ne sont pas restés têtus. En revanche, ils ont su affronter ces non, qui sont un peu toutes les baffes qu'on se prend quand on est entrepreneur. Il y a plein de raisons de dire non, et souvent, c'est ceux qui disent oui, qui finalement vous disent, mais en fait, pourquoi pas? Et d'un seul coup, c'est le déclencheur. Et être business angel au moment du pourquoi pas, c'est génial parce que c'est le moment où tac, ça va accélérer. C'est génial ce que tu dis. Écoute, un grand merci Olivier. S'il y avait un mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est un grand honneur. Écoute, non, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il faut probablement fonctionner en intelligence collective. J'aimerais bien faire passer ce mot-là parce qu'aujourd'hui, on parle de plein de grandes thématiques. Ça ouvre des horizons d'entrepreneuriat parce qu'il faut, par exemple, il y a plein d'idées maintenant autour de l'économie du carbone, du réchauffement climatique, des données dans l'alimentation, dans la santé. C'est les sujets qu'on veut adresser avec 2050. Donc, c'est des vraies idées entrepreneuriales sur lesquelles il y a vraiment de l'argent à gagner et des gros marchés. Mais il faut fonctionner en intelligence collective parce que c'est ce que tu fais là aussi avec le sommet des entrepreneurs, ce qu'on essaie de faire avec France Digital, c'est qu'en fait, en s'entraidant, on considère que basiquement, l'union fait la force, c'est-à-dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et donc, on fait bouger des écosystèmes, on renverse des montagnes, parce qu'on avance ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas concurrent à certains moments de la journée aussi. Écoute, génial. Écoute, Olivier, un grand merci à toi pour ton temps. Juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau à vous offrir. C'est un process qui s'appelle 3 Focus qui m'a permis, moi, de récupérer tellement de temps et d'être tellement plus productif. Et ça a été un des grands secrets pour moi d'avoir littéralement multiplié par 10 les bénéfices de mon entreprise ces dernières années. Téléchargez votre guide gratuit maintenant.